Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Élodie du Cheval Enseignant pour le deuxième épisode de la mini-série Cheval et émotions qu'on a enregistré spécialement pour vous. Aujourd'hui, on va parler des émotions et de notre cheval comme dans tous les épisodes de notre série. Et on va plus précisément parler de la place que peut prendre nos émotions dans la relation avec notre cheval. On va parler d'un concept aussi qui est l'agilité émotionnelle. Donc vous allez pouvoir comprendre un peu de quoi on parle quand on parle d'agilité émotionnelle et ce qu'apporte l'agilité émotionnelle dans notre relation avec notre cheval, mais dans nos relations en général, c'est ça qui est super intéressant. Et donc, je vais vous laisser en compagnie d'Élodie et de moi-même pour cette conversation. Mais évidemment, si cet épisode vous parle, tilt pour vous, et que vous pensez à certains de vos proches, qu'ils soient en lien avec les chevaux ou pas, vraiment, je pense que cet épisode, il peut être très intéressant pour tout le monde. Voilà, mais je vous laisse en compagnie d'Élodie, du Cheval Enseignant, pour ce deuxième épisode de la mini-série Cheval et émotions qu'on a appelé la place des émotions dans notre relation avec notre cheval. On se retrouve à la fin pour débriefer. Salut! Bonjour Élodie. Bonjour Morgane. Je suis ravie de te retrouver encore une fois pour cette série, cet épisode de la série d'épisodes qu'on a choisi d'enregistrer ensemble. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui s'appelle l'agilité émotionnelle. Et donc, on va parler des émotions. J'aimerais savoir, pour commencer, comment t'en es venue à te poser la question de la place des émotions dans ta relation avec les chevaux? Eh bien, en fait, ce sont mes chevaux qui m'ont amené à m'interroger sur mes propres émotions. Et notamment Dueño, mon petit cheval, ou plutôt mon grand cheval, Sauvageon, que j'ai récupéré lorsqu'il avait un peu plus d'un an et qui avait été très très peu au contact des humains avant de me rencontrer. Et lorsque j'ai commencé à être en interaction avec lui pour l'éduquer, pour l'habituer à ma présence et à mes demandes, euh, j'ai un peu reçu comme question de sa part, par plein de processus, ok, tu me demandes d'être calme, tu me demandes d'être concentré, attentif, tu me demandes d'être en même temps motivé, stimulé, content d'être là, tu vois, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai reçu en question de sa part, mais en fait, toi, t'en es où dans tout ça? Ah ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu mets en place euh, pour me permettre ça, en fait? Ok, Donc, t'en es où avec tes émotions et ta manière d'être et d'agir pour favoriser tout ça chez moi? ok, Donc, tu trop vois, il m'a un peu intéressant. demandé de faire revenir à la maison ce que je lui demandais, quoi. Bah ouais. Et comme j'enseignais à l'époque, j'étais enseignante et j'ai eu l'impression qu'en fait, certains comportements de mes élèves me demandaient un peu la même chose, quoi. Ah ouais, Tu vois, m'interroger sur la même chose, quoi. ouais. C'est-à-dire, bah oui, dans une classe, il y a parfois beaucoup de vie, des fois un peu moins. Et à chaque fois, j'entendais cette question, bah, et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Qui tu es? Comment tu te sens au moment de demander et d'être en interaction avec tes élèves? Donc, qu'ils soient humains ou équins. Ok. Parce que moi, en tant que cavalière,
même si je n'ai jamais monté à cheval. Comment dire, j'ai jamais monté à cheval très régulièrement. C'était régulier, mais pas très régulièrement. Donc, je passais beaucoup de temps à pied avec mes chevaux. J'ai toujours considéré que le cavalier, en fait, ou la cavalière est l'enseignant du cheval. Ok. Et que le cheval, par rapport à cette prise de conscience que j'ai eue, peut être aussi notre enseignant. Parce que quand on les observe, en fait, ils nous racontent plein de choses en termes d'émotion et d'agilité, de fluidité émotionnelle. Cette notion d'agilité émotionnelle, on peut la retrouver dans l'ouvrage de Linda Kohanov, Comme les chevaux ensemble et puissants. Linda, elle est très généreuse dans ses écrits, dans ses livres, et donc elle explique très bien tout ça. Et puis ce dont je vais parler là aussi, donc on va voir certaines émotions. Les travaux de Linda sont aussi inspirés de Carla McLaren. Ok. Voilà, donc, c'est important pour moi de le préciser. Ouais. Donc c'est à travers ce que je vais vous partager, c'est à travers mon prisme à moi, de mes expériences d'enseignante et de cavalière, et aussi croisé avec cette approche EponaQuest. Ok. Et ses outils. Cool. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de l'agilité émotionnelle? Parce que du coup, c'est une notion. Et est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que ce serait que l'agilité émotionnelle? Alors, l'agilité émotionnelle, déjà, j'aime bien le mot agilité émotionnelle et pas forcément intelligence émotionnelle, parce que dans l'agilité émotionnelle, il y a l'idée de pouvoir, que quelque chose circule, que quelque chose se fluidifie, plutôt que de rester bloqué en fait avec une émotion qui grandit, qui s'intensifie, etc. Donc j'aime bien le mot agilité qui remet un peu de fluidité et d'énergie qui circule dans le corps en fait. Donc l'agilité émotionnelle, c'est notre capacité à accueillir nos émotions, les laisser nous traverser pour en saisir leur précieux message. Ok. Et donc, dans l'idée de nous mettre en mouvement, comme les chevaux. Les chevaux se mettent en mouvement quand ils ont une émotion. Les chevaux sont des êtres qui se déplacent, qui ont le besoin de mouvement en avant et fondamental chez eux. Ouais. Donc, nous mettre en mouvement et en posant des actions concrètes pour revenir à un état d'être plus confortable. Ok. Pour ensuite pouvoir pour continuer à faire ce qu'on a à faire. Et chez les chevaux, par exemple, ça va être continuer à retourner brouter, par exemple, ou continuer à jouer ou à je ne sais pas quoi faire, à faire ce qu'ils ont à faire. Et pour nous, ce serait la même chose. Ok. La même chose. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. L'agilité émotionnelle, en fait, en quoi ça nous aide? Ça nous aide à ne plus subir nos émotions, en fait. Ok. Ou en tout cas, limiter le fait de les subir. Ouais. Tu vois, en faire quelque chose. Et plutôt voir comme des ennemis, numéro un de notre bien-être, plutôt comprendre à quoi elles servent et qu'est-ce qu'elles disent de nous, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que n'oublions pas, ou plutôt gardons à l'esprit, que nos émotions, elles viennent en réponse pour nous permettre de survivre, de nous adapter à un environnement. Ouais. Et donc, quand on les comprend, on peut en faire quelque chose, on peut les transformer en alliés, quoi. On peut en faire des alliés. Et dans un espace de transmission, donc qu'on soit enseignant d'humain ou enseignant d'un cheval, ben c'est précieux de faire des émotions des alliés et pas des choses à tout prix à éviter. Parce qu'une émotion qu'on cherche à refouler ou à éviter, l'émotion passe par le corps et on sait très bien que le corps a toujours raison, finit toujours par avoir raison. On dit toujours le cœur a des raisons que la raison ignore. Moi, je dirais que le corps a des raisons que la raison ignore. Tu vois? Et donc, une émotion refoulée, elle peut être planquée sous le tapis un certain temps, mais à un moment donné, elle demande vraiment à être entendue. Et lorsqu'elle n'est pas entendue, elle s'intensifie. Ouais. Elle finit par trouver une porte de sortie. Elle finit par monter crescendo dans le corps et à finalement s'intensifier tellement fort qu'elle peut
qu'on peut la voir un peu comme une explosion. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle souvent d'émotions positives et négatives. Déjà parce qu'il y a vraiment des émotions qui nous connectent à quelque chose autour tu vois, des choses inspirantes qui vont nous remplir de joie, etc. Et puis il y a des émotions qui viennent vraiment tirailler fort, qu'on n'aime pas ressentir. Ouais. Euh, Et qu'on qualifie de négatives, du coup, alors qu'en fait, ce serait plus des émotions agréables et désagréables. Ce serait peut-être ouais, plus. c'est ça. Et ce qui est vrai, enfin, je veux dire, personne n'aime être triste, personne n'aime Non. être en colère, c'est pas extrêmement agréable. Mais ce qu'on peut apprendre aussi avec les chevaux, et ce qui est important pour moi de dire, c'est que, en fait, on associe souvent une émotion dite négative, désagréable, on la confond souvent avec son expression quand elle n'a pas été exprimée suffisamment tôt. Donc, en fait, on associe, tu vois, si je te demande ou si je demande aux auditeurs de visualiser ce que c'est pour eux la peur, ce que c'est pour eux la colère, ce que c'est pour eux je sais pas, la frustration, la vulnérabilité, tout de suite, on va avoir des images en tête presque d'une caricature, tu sais, la situation un peu catastrophique, quoi. Ouais. Mais tout ça, quand on en arrive à cette visualisation d'émotions un peu explosives, c'est finalement quand l'émotion est exprimée tard et qu'elle n'a plus le choix de sortir que de sortir sous cette forme. Ok. Il s'agit en fait, avec l'agilité émotionnelle, de revenir à un état, c'est pas de revenir à un état, mais d'écouter un peu les prémices d'une émotion. Ok. Et ses messages, hein, ce qu'elle veut dire, l'émotion, et quelles questions elle nous invite à nous poser, et quelle action elle nous demande de poser pour revenir à un état plus confortable. Et c'est trop intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça ramène aussi à la notion de conscience de soi, au fait de s'écouter, d'écouter Mm. notre corps, de régulièrement peut-être faire des points, tu vois, scan corporel ou ce genre de choses, mais faire l'effort, ce qui est quelque chose qui est pas du tout naturel chez nous. Alors, est-ce que c'est pas naturel ou est-ce qu'on nous l'a pas appris enfin, bref, voilà, inné ou On acquis, nous je ne l'a sais pas. appris, je crois qu'on nous l'a pas appris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous l'a pas appris. Mais du coup, ouais, faire l'effort avant d'essayer d'être agile avec nos émotions, finalement, une des choses importantes et une des bases, c'est peut-être de revenir à notre corps et le plus souvent possible, d'essayer de capter les messages qu'il nous envoie, quoi. Ouais, c'est l'étape numéro 1 de l'agilité émotionnelle, c'est ressentir l'émotion dans sa forme la plus, alors pure, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Ouais. ressentir juste ressentir. Alors j'aime pas trop ressentir, mais plutôt sentir. Ouais, enfin, moi, j'aime bien observer ça, parce que je suis assez visuelle comme fille, peut-être, mais Ouais, ressentir son émotion dans sa forme la plus simple, sans chercher à la comprendre, sans chercher à juger, juste ressentir. ouais. Et ça, déjà, c'est un vrai challenge pour la plupart Ouais. d'entre nous, quand on n'est pas habitué à cet exercice, ouais. Et puis la plupart, en fait, la plupart d'entre nous, quand on n'a pas appris à quoi ça sert une émotion et qu'est-ce que ça dit une émotion, on reste bloqué à la forme numéro 1. Et en plus, comme on nous a pas forcément appris, inculqué, même si c'est en train de changer les dernières années dans l'éducation, on nous a pas appris à être en paix en fait avec nos émotions et à comprendre ce que ça veut dire. Donc finalement, à les refouler. Et en fait, on comprend aussi que refouler ses émotions, c'est de un. Alors, il y a deux choses. Quand on a peur finalement de ses émotions, tu vois, parce qu'on l'imagine dans sa forme caricaturale ou vraiment explosive, Ouais, euh, on n'aime pas ressentir ça parce que ça coupe le lien à l'autre. Je crois qu'il y a un peu de ça ouais, aussi dans le fait de ne pas oser exprimer des émotions qui sont inconfortables. C'est pas très agréable parce que on prend le risque de couper le lien à l'autre. Sauf que quand on refoule une émotion, on a l'impression finalement de couper le lien à soi. ouais, Et il y a quelque chose qui devient hyper inconfortable en fait, avec des ouais, émotions comme ça qu'on ne comprend pas. ouais. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'agilité émotionnelle, ça permet de revenir à un état plus confortable. Et là, j'aime bien revenir à ce que ça veut dire inconfortable. C'est finalement se sentir un peu vidé de sa force, quoi, Ouais. de son potentiel, alors que revenir à un état confortable,
parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre et qu'on a posé une action qui nous permette d'être en lien avec nous-mêmes et avec l'autre, tu vois, ben, ça permet de récupérer un peu son pouvoir d'agir et ça, même si c'est parfois une illusion de contrôle, on a quand même l'impression qu'on peut reprendre les rênes de sa vie, de soi, de la conscience de soi et de son lien à l'autre, quoi. Ouais, on peut au moins, même si on contrôle pas ce qu'on ressent, les émotions, elles viennent sans qu'on les contrôle. Mais pour autant, effectivement, de développer son agilité émotionnelle permet d'avoir le contrôle de ses actes derrière, quoi. Et de pas être complètement dépassé par l'émotion elle-même qui fait que tu agis, tu deviens hors de. Moi, j'aime bien le terme hors de toi. Quand tu es hors de toi, c'est vraiment, je trouve que c'est assez parlant comme terme, quoi. C'est. Ben oui. Mais oui, puis quand on attend avant d'exprimer une émotion, finalement, on agit parce qu'il faut que ça sorte. Ouais, Et après, on regrette parce que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec avec qui on est, avec qui on a envie d'être, avec comment on est à l'intérieur, quoi. ouais, Tu vois, on en parlera après, mais c'est le cas sur la frustration et la colère, quoi. Quand on attend trop, il y a quelque chose qui s'agite très fortement et du coup, on en vient à faire des choses et à dire des choses qu'on peut potentiellement regretter après parce que c'est pas aligné avec qui on est quand on est dans un état justement agréable, confortable, paisible, serein. ouais. Et donc, tout l'intérêt de l'agilité émotionnelle, c'est ça, c'est de pouvoir entendre les prémices d'une émotion pour savoir quoi en faire en agissant de manière alignée avec qui on est, quoi. Mm. Qui on se Ouais, sent être à l'intérieur quand on est dans un état où ça va, quoi. ouais, trop intéressant. J'aime aussi rappeler que il y a des émotions primaires, comme par exemple la joie, la colère, la peur, etc. Et Ouais, puis des émotions qui sont un peu plus liées à nos expériences, à nos croyances, à notre éducation et à la manière dont on a appris ou non à aborder ces émotions, en fait. ok. Et nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles remplissent aussi une fonction, même si des fois on a l'impression de les subir. C'est de nous permettre de survivre. Donc Ouais, tu vois, ça nous permet aussi de manière consciente ou non, d'apporter des réponses de survie, des réponses adaptatives de survie, en fait. ouais, Et évidemment, l'idée pour nous, c'est notre envie, c'est pas forcément de survivre, mais de vivre. ouais, Tu vois, de vivre et de reprendre, de reprendre les rênes de sa vie, quoi. ouais, ouais. Ok. Et, c'est pour ça aussi des fois qu'on a l'impression de subir nos émotions parce que on les subit parce qu'on les comprend pas, alors qu'elles sont parfois la résultante aussi. La manière dont on les vit, c'est aussi la résultante de tout ça, quoi, de nos expériences, de notre éducation, de nos croyances et tout, quoi. Mais si on les voit aussi comme juste des réponses euh, automatiques de survie, Ouais, ça nous donne un peu d'air parce que ça nous permet de nous comprendre aussi sur ouais, pourquoi c'est difficile de vivre la colère, est-ce que j'ai été autorisée, pas autorisée, pourquoi telle personne m'active sur tel ou tel sujet, ou parce qu'elle est de telle ou telle manière. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans les émotions et qui vont bien plus loin que ce qu'on va expliquer ensuite. Euh, voilà, je crois que les apports aussi de la théorie polyvagale sur le sujet, ça peut aussi nous permettre d'avoir une grille de lecture qui va un peu plus en profondeur, mais voilà. Je sais pas ok. si... Tu peux juste, du coup, tu as donné le nom de théorie polyvagale. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? C'est une grille de lecture de nos systèmes nerveux autonomes et de comment on fonctionne de manière inconsciente déjà, dans un premier temps, Hein. les uns avec les autres et comment on se sent ou non les uns avec les autres. Ok, Et donc, je peux pas aller beaucoup plus loin dans l'explication parce que soit je vais en dire trop, soit je vais en dire pas assez. ouais, Et je préfère ne rien dire plutôt qu'en dire pas assez pour le coup sur le sujet parce que c'est pour moi vraiment un sujet central et hyper intéressant en fait, qui nous permet aussi de voir que finalement, dans notre lien les uns avec les autres, sans qu'on soit conscient au départ de ce qui est en train de se jouer, eh ben, on met en place des boucles de réponses
des boucles de schémas qui se répondent les uns les autres dans notre relation aux autres, en fait. Et c'est clairement lié à ce qu'on a appris à travers nos expériences, conscientes ou non, et aussi à travers certains de nos traumatismes. Ok, trop intéressant. J'ai une question qui me vient par rapport au... Tu as parlé d'émotions primaires, donc comme la colère, la peur, la joie. Et on a d'autres émotions qui sont un peu plus, je sais pas comment on les appelle. Est-ce qu'il y a genre secondaire, comme tu vois, je pense à la jalousie, la frustration, ce genre d'émotions-là. Celles-là aussi répondent à notre besoin presque archaïque de survivre, ou est-ce que ça c'est plus des adaptations, je sais pas, de notre vécu? J'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Je crois que je te dirais que c'est un croisement et un mélange de plein de choses. Mais évidemment, là où toi, tu vas être en colère, c'est pas là où moi, je vais être en colère, tu vois. Ouais, Parce qu'on a tous notre éducation. Alors, je vais peut-être pas parler de la colère, mais par exemple, sur une émotion comme la jalousie, par exemple, ça dépend aussi de comment tu t'es senti valorisé dans ta vie, comment tu as été valorisé, comment toi, tu as appris à regarder les autres aussi, comment on t'a appris à regarder les autres. Donc, il y a aussi toute question d'éducation. Et, euh, et en fait, on ne vit pas les émotions de la même manière. Les émotions ne disent pas la même chose. Par exemple, je sais qu'on va parler de la frustration dans très peu de temps. On va pas être frustré sur les mêmes choses et on n'a pas appris tous à gérer la frustration de la même manière, quoi, et à comprendre la frustration de la même manière. Nos émotions, elles sont la somme de ce qui est animal chez nous, et en même temps au croisement de notre éducation, de nos croyances et de toutes nos expériences, quoi. et du coup, on avait choisi pour illustrer ce grand thème dont on pourrait encore parler, je le reprécise ici, j'ai parlé de ça dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, je crois, mais ici, on va aborder des notions sur lesquelles on pourrait faire 4 jours d'intervention. Ouais. C'est aussi le cas de l'agilité émotionnelle. Nous, ici, on balaye le sujet presque rapidement. Mais pour illustrer cette notion d'agilité émotionnelle, on a choisi de parler notamment de la frustration, qui est une émotion qu'on connaît tous, je crois, ou au moins qu'on a tous connue avec notre cheval. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette émotion? J'ai envie de dire qu'il y a deux manières d'aborder la frustration. Là, il y a la manière non agile Ouais, et la manière agile. ok, super. Tu vois, pour faire un petit clin d'œil à l'agilité émotionnelle. Ouais, On a tous un exemple en tête. Et si vous en avez pas, vous pouvez vous amuser à le chercher parce que ça peut être intéressant. Quand on est frustré, par exemple, si on est à cheval et que, alors, je sais qu'on a parlé d'un exemple, on a un exemple. L'exemple, par exemple, d'une cavalière qui longe son cheval et qui veut lui apprendre à changer de sens. ouais, Et imaginons, pour une raison ou pour une autre, la cavalière ne parvient pas à faire comprendre au cheval comment changer de sens. ouais. Dans une manière non agile, mais ô combien commune. Et donc, il n'y a vraiment aucun jugement de ma part parce que je peux vous assurer que des situations de frustration avec mes chevaux, j'en ai rencontré et elles n'ont pas été toutes gérées de manière très agile. Voilà, c'est important de mettre un peu de détente ici parce que quand on amène un peu de détente sur un sujet, ça permet de le voir différemment après. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc, imaginons que cette cavalière ne parvient pas à faire comprendre à son cheval comment changer de sens. Elle peut décider que c'est son cheval qui comprend rien, elle peut s'énerver, elle peut monter en pression, essayer encore et encore et encore et ne pas comprendre pourquoi ce cheval ne comprend pas qu'il faut changer de sens. Ouais, Tu vois. Et, et ça peut durer très longtemps comme ça. ouais. Et ça peut monter très haut dans les tours pour les deux parties, quoi. Exactement. Ça peut monter très très haut pour le cheval comme pour la cavalière.
Ouais. Et puis ne pas finalement trouver d'issue à ça, que l'exercice s'arrête là-dessus ou que finalement la cavalière décide de... il y a plein d'issues possibles à ça. Soit on s'arrête là parce que la séance est nulle et qu'elle est pourrie et que de toute façon, j'arrive jamais à faire quoi que ce soit et ce cheval, il comprend rien et tout et tout. Et Et je donc, crois, pardon, mais je crois que ça aussi, on l'a tous vécu. Ça me fait trop. Enfin, je mais rigole oui, parce que c'est vraiment un truc. Je pense que ouais, on l'a tous vécu. je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent ça. Et pas forcément qu'avec leur cheval, hein, dans plein de choses. Hein. Quelqu'un qui fait du bricolage, ça peut être la même chose. Enfin, tu vois, un enseignant qui essaie de faire comprendre quelque chose à ses élèves, ça peut être la même chose. Il peut être tenté de se dire, mais c'est pas vrai, ils comprennent rien. Ouais, Et je te laisse imaginer c'est quoi la suite. Ça peut être, ils sont idiots, ils sont bêtes, ils ouais, comprendront jamais rien, ils sont nuls. On peut même parfois avoir ce... Alors, j'ose espérer que non, mais on sait que des fois, les mots, du coup, dépassent la pensée, ouais, dépassent même l'intention première. ouais, Donc, avec des mots comme il est con ce cheval, par exemple. Donc, une fois que la séance, ce genre de séance est terminée, on ne va pas se mentir, c'est pas la satisfaction et la joie qui sont à l'issue, qui sont au rendez-vous à l'issue de la séance. Et donc après, peut commencer toute une série d'autoflagellation et de démotivation aussi, tu vois. Et puis la sensation un peu que le lien au cheval s'est abîmé, avec parfois une non-conscience aussi que c'est aussi le lien à soi et l'estime de soi qui a été abîmée au passage. Et ça, c'est une manière non agile de comprendre le message de la frustration. Et on l'a tous vécu. ouais, Une manière un peu plus consciente d'aborder la frustration. Donc la frustration, c'est signe juste que l'action que tu mènes, elle est tout simplement inefficace. ok, C'est ça le message de la frustration. C'est juste ça. Encore faut-il sentir qu'on est en train de vivre de la frustration. Tu vois, et quand on est dans une action qu'on commence et qu'on répète comme ça à l'infini, on oublie qu'un temps de pause de retour à soi est nécessaire. Donc là, il y a vraiment une capacité à entraîner, à muscler, une habitude à prendre en fait de quand je sens qu'il y a un truc qui est en train de monter trop fort, faut revenir. Moi, j'invite vraiment chacun à revenir à soi, quoi. ouais, Un peu comme tu sais ce qu'on disait sur la pression qu'on met au cheval. Finalement, accepter de respirer un peu, arrêter la demande et se poser la question, mais ok, du coup, là, je suis en train de m'énerver. L'action que je mène est particulièrement inefficace. Ce qui veut dire que la question qui est posée à travers ça, c'est qu'est-ce qui bloque? ouais, Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? ouais, Et en répondant à cette question, on peut aussi dire, enfin, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux faire différemment? ouais, Et surtout, aussi, oser, donc là, c'est encore une petite étape supplémentaire, mais j'aime bien la poser, c'est à qui je peux demander des idées ou de l'aide ouais, pour trouver d'autres manières de faire. ouais, Et donc, le message de la frustration, c'est celui-ci. Message, question, et puis quand on accède à ça, finalement, la frustration, elle devient presque une sorte d'indicateur, de boussole, quoi. bah ouais, Ah, le fait de reconnaître, tu vois, de sentir que quelque chose, une pression est en train de monter, je suis en train de monter dans une intensité qui ne me convient pas du tout par rapport à ce que j'avais envie de faire avec mon cheval à la base, au début de la séance. Enfin, donc reconnaître que quelque chose, qu'une tension est en train de monter, se poser consciemment les questions. La ouais, question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça, c'est quoi? C'est quoi l'émotion? ouais. Tu vois? Ça permet de rentrer dans ce processus-là. Bah ouais. Et puis se poser la question sans presque factuellement, quoi, sans Mais oui, effectivement, sans jugement derrière et juste dire, bon, bah ça marche pas. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne, effectivement? Plutôt que se dire, oh, ça marche pas, je suis vraiment nulle, ou là, on ouais, mais repartirait dans un truc. c'est là où tu vois que les émotions, elles sont clairement liées à notre éducation, à notre Ouais, croyance, etc. Parce que ouais, tu vois,
parfois on nous a appris que si on n'arrivait pas à faire les choses du premier coup, bah, ça veut dire qu'on est nul. C'est grave. Ça veut dire qu'on n'est pas capable. Et Grave. donc, c'est aussi aller se regarder à l'endroit de j'ai le droit de ne pas savoir, j'ai le droit de ne pas être parfait, j'ai le droit de ne pas être parfaite, et j'ai le droit d'essayer, d'explorer. J'ai le droit de tout ça, en fait. Donc, tu Ouais. vois que ça demande une sorte de déconstruction, parfois éducative, de pourquoi est-ce qu'on en vient à être autant en guerre avec notre frustration. Ouais. Mais qu'est-ce que ça donne de l'air de se dire qu'on a le droit d'être frustré et Ouais. que la frustration, c'est pas la destination finale. C'est justement, c'est le point de départ pour dire, ah, ok, une situation d'apprentissage qui se présente. Chouette. Ouais. Ouais. Mais ça nous amène à prendre beaucoup de recul sur notre vie en général, quoi, du coup. Toutes Du les recul situations. ou moi, je dirais plutôt se détendre. Ouais. Ouais. Se lâcher la grappe. Ouais, carrément. Ouais. Tu vois, justement, à lâcher prise sur ce qui ne convient pas, mais plutôt commencer à se câbler sur le mode solution, quoi. Ouais. Ressources et solutions. Ouais. Quand on reconnaît les signes, les prémices de la frustration et qu'on entre dans ce processus qu'elle nous offre, dans lequel elle nous offre d'entrer, derrière ça, on a l'inverse de la situation précédente où finalement on n'était pas agile dans Ouais. la manière d'aborder la frustration, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sentiment en général de satisfaction, de paix, d'harmonie. Je sais qu'il y a beaucoup de cavalières et de cavaliers même d'enseignants, qui cherchent ça en fait. Ouais. C'est la qualité du lien. Et en fait, quand on a permis, quand on s'est autorisé à chercher, à explorer, et du coup, on a offert ça à son cheval, par exemple, ou à son élève humain, et ben, il y a vraiment, ça nourrit la qualité du lien et puis le sentiment de satisfaction, quoi, d'autosatisfaction. Parce qu'on a eu l'impression je sais pas, on a respecté, on s'est respecté, on a respecté le cheval, et je crois que c'est une des composantes essentielles du lien à soi et du lien à l'autre, quoi. Ouais. Ok. Donc, on parle Ok. bien de plaisir, encore une fois, de Bah ouais. transmettre au moment où on enseigne quelque chose à son cheval. C'est comment prendre plus de plaisir et comment faire en sorte que l'émotion, elle soit une alliée et pas une ennemie jurée. Ouais. Voilà. Carrément. Eh ben, trop bien. Je suis sûre que ça va éclairer slash aider beaucoup ou toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, je te remercie particulièrement parce que écoute, j'avais pas conscientisé aussi clairement le message de la frustration et je me le suis noté, tu vois. Le message Chouette. de la frustration, c'est l'action que tu mènes est inefficace. Et je crois que ça va même moi aussi m'aider beaucoup sur plein de situations presque quotidiennes, quoi. Hein. Donc, ouais, non, trop cool. Donc, Ben, je suis merci ravie. beaucoup. Ouais, Merci à toi. merci pour cet épisode. Et puis, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour l'épisode suivant où on va parler de deux autres émotions qu'on vit tous avec nos chevaux, je pense, et qui vont encore, je suis sûre, donner plein de clés aux auditeurs et même à nous-mêmes parce qu'on apprend plein de choses en discutant, nous aussi. Donc, trop cool. Merci, Morgane. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Alors, résumer cet épisode n'est pas une mince affaire. Je trouve qu'il y a plein de pépites dans cet épisode pour nous qui sommes propriétaires de chevaux ou pour nous qui sommes humains, tout simplement. Le lien avec nos émotions, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inné, pour le coup, et avec lequel on ne nous a pas appris, pour la plupart, à fonctionner. Cet épisode, il nous permet de mettre de la clarté sur des mécanismes émotionnels qu'on peut avoir, et je pense qu'il nous invite à nous observer avec un peu plus d'humilité et un peu plus de détente pour nous permettre simplement de vivre mieux notre relation avec notre cheval, mais nos relations tout court.
Voilà, je pense que c'est le message principal de cet épisode. En tout cas, c'est ce que je retiens moi. Et ce message clarifié de la frustration, vraiment, je me le suis noté. Tu l'as entendu. Vraiment, le presque terre à terre, tu es frustré parce que l'action que tu es en train de mener ne fonctionne pas, bah ouais. Et quand on le traduit comme ça, c'est beaucoup moins frustrant, finalement. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, à des équitants ou pas, à des cavaliers ou pas finalement, parce que je trouve que les concepts et presque les leçons qui ressortent de cet épisode, elles sont en or pour toute personne ayant des relations sociales, donc tout le monde. Et si tu as aimé, je te laisse aussi mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et ou laisser un commentaire sur ce podcast pour me dire ce que tu en penses. J'adore avoir vos retours sur ce que je fais et sur les épisodes. Avec Elodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va encore parler d'émotions et de cheval. J'ai hâte d'avoir votre retour sur cet épisode de la semaine prochaine aussi, parce que je sens que si ces deux-là vous ont plu, le troisième va vous plaire encore plus, peut-être. Allez, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!